Bonjour tout le monde, un nouvel épisode de cette série d'interviews que je fais depuis le 2018. Ce sont des interviews de femmes, l'objectif étant que des parcours singuliers de femmes puissent aider, inspirer d'autres parcours singuliers de femmes. Donc c'est vraiment un partage autour de la solidarité avec cette idée maîtresse qui est qu'on peut toutes, mais vraiment toutes, inspirer d'autres personnes et on a toutes, de temps en temps, besoin d'être inspirées. Donc voilà, c'est ça le postulat de base, j'ai envie de dire. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Sophie Pérez. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous. Bonjour Pia et merci à toi de nous donner la parole. Avec grand plaisir. Et donc aujourd'hui, on va parler avec toi de la passion, l'amour et l'organisation. Et c'est vrai que je te disais pendant la préparation de cette interview que je trouvais que c'était particulièrement intéressant parce que quand on parle de femmes, on parle toujours d'émotions. Voilà, les femmes ont été depuis des siècles et des siècles, et je ne finirai pas ma phrase, ont été considérées comme des êtres d'émotion, mais de façon négative, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les femmes étaient prises par leurs émotions et ne pouvaient pas gérer et donc ne pouvaient pas penser calmement. Et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse parler comme ça autour de cette notion d'amour, de passion, avec quelque chose qui a été pensé, réfléchi et construit, en fait, dans ce dont tu vas nous parler. D'accord? Donc, je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous, parce que de temps en temps, surtout nous les femmes, les hommes ont leurs choses à gérer qui ne sont pas forcément plus simples, mais nous, de notre côté, c'est vraiment la reconnaissance de ces émotions et l'acceptation qu'on peut avoir de les gérer, de vivre avec. Donc, Sophie, tu gères une agence de voyage. C'est agence de voyage que tu dirais comme terme? C'est une agence de visite guidée. Une agence de visite guidée, ça c'est pour tout le monde, mais on redonnera les coordonnées après, qui a un titre que je trouve très intéressant, qui s'appelle Au accent circonflexe, Au Tour de Londres. Voilà, donc ce sont des visites guidées de Londres qui sont traitées, tu m'expliquais, de façon très personnalisée et très particulière, qui différencie ton projet d'autres. Mais on va en parler dans un instant. Donc, est-ce que tu peux peut-être en quelques mots nous dire ton parcours qui t'a amené jusqu'à la la gestion de Au Tour de Londres? Oui, c'est un long parcours. C'est un long parcours avec beaucoup de virages. Alors, moi, j'ai toujours guidé. Depuis l'âge à partir duquel on peut travailler, j'ai toujours guidé de manière assez sporadique, notamment en job étudiant ou en parallèle de mes études. Donc, depuis que j'ai 18 ans, en fait, jusqu'à ce que je me décide à passer le diplôme national de guide-interprète national. C'est une formation d'1 an qui permet d'être diplômé et d'obtenir sa carte officielle, qui aujourd'hui s'appelle guide conférencier, en fait. Ça a changé de nom il y a quelques années. Tout en sachant que j'avais bien conscience que ce métier était compliqué et qu'il était difficile d'en vivre à 100%, en fait. Donc, je n'avais pas dans l'idée d'en faire mon métier principal. Voilà. À côté de ça, j'ai continué mes études après cette formation. Je suis allée jusqu'en master 2, toujours dans le domaine du tourisme, patrimoine, culture, etc. En parallèle des études, je travaillais en tant que guide et guide accompagnatrice. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger avec des groupes toujours francophones, que ce soit des adultes, des collégiens, des lycéens. Et j'ai été amenée à voyager beaucoup, beaucoup, beaucoup en Angleterre, parce que généralement, les voyages scolaires, c'est souvent en Angleterre. Voilà. Donc, j'ai travaillé pendant quasiment 3 ans comme guide accompagnatrice, à partir toutes les semaines avec des groupes différents, notamment en Angleterre. Dans le cadre de mon Master 2, j'ai été amenée à faire un stage de 6 mois, qui a été un stage de valorisation d'un musée, un musée qui ouvrait tout juste en fait pendant mon stage. Et en commençant ce stage, j'ai mis les pieds dans le monde des musées et
Alors, j'ai horreur de ce mot, mais ça m'a un petit peu enfermée dans le monde des musées. Ce qui fait que j'ai complètement quitté le monde du tourisme. Alors, je sais que pour beaucoup, culture et tourisme, c'est difficilement dissociable, mais en réalité, c'est très différent. Et voilà, quelqu'un qui travaille dans le tourisme ne travaille pas forcément dans la culture pure. Quelqu'un qui travaille dans la culture pure ne travaille pas forcément dans le tourisme. C'est vraiment deux choses très différentes. Voilà, donc j'ai travaillé dans 2 musées différents pendant 4 ans. Alors, c'était des postes très intéressants. J'ai travaillé en tant qu'assistante de conservation, en tant que commissaire d'exposition. C'était vraiment, vraiment très intéressant, mais ce n'était pas fait pour moi. Pas du tout pour moi. Et en fait, petit à petit, je me laissais un petit peu vivre dans ces postes, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas accomplie. Et curieusement, j'avais l'impression de voler la place de quelqu'un d'autre. Parce qu'en France, on sait, les places dans la culture sont chères. Il est difficile d'entrer dans ce domaine-là. Et moi, j'avais l'impression d'être un peu une impostrice, je ne sais pas trop comment on peut dire, un imposteur. Oui, je comprends, et que je n'étais pas vraiment à ma place, quoi. Et totalement par hasard, à peu près par hasard, lorsque j'ai eu 30 ans, j'ai eu un déclic. Alors en fait, c'est pas vraiment du hasard. En réalité, c'est pas vraiment du hasard. Je crois qu'il n'y a jamais de vrai. Non, je crois pas non plus, hasard. mais bon. Je me suis fait opérer de... Alors c'est très différent, hein, ça n'a vraiment rien à voir avec le côté professionnel, mais je me suis fait opérer de quelque chose de totalement bénin. Mais les suites de l'opération ont été un peu plus compliquées, puisque j'ai fait une embolie pulmonaire. Je n'avais pas encore 30 ans. Et alors, je pense qu'à ce moment-là, moi, je ne réalisais pas vraiment ce que ça impliquait, ce que c'était exactement, jusqu'à ce que les médecins m'ont dit une embolie pulmonaire, c'est quand même pas anodin, c'est quelque chose de très grave. Et c'est là que je me suis rendu compte que, waouh, la vie, c'est très, très, très fragile, ça tient qu'à un fil. Et je me suis rendu compte que finalement, cette vie dans laquelle j'étais, finalement, ne me rendait pas heureuse et que si je partais demain, j'aurais eu l'impression de ne pas accomplir les choses que j'avais en tête et les choses dont je rêvais finalement. Si je puis me permettre de préciser, quand tu dis si je partais demain, ça veut dire si je mourrais demain, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et alors, par contre, c'est complètement du hasard, mais j'ai été contactée entre-temps, donc je me suis soignée de cette embolie, j'ai eu un traitement assez lourd pendant plusieurs mois, etc. Et donc ça s'est passé 4 mois avant mes 30 ans. J'en ai 37 aujourd'hui, depuis 2 jours. Tout le temps a passé depuis. Bon anniversaire! Merci. J'ai été contactée par un directeur d'agence qui faisait des voyages scolaires aussi. Alors, pas du tout la même agence pour laquelle j'avais travaillé, mais qui avait eu mon nom, je ne sais plus vraiment comment. Et m'a contactée en me disant, voilà, j'ai un groupe qui part en Angleterre et j'ai besoin d'une accompagnatrice pour partir. J'ai eu votre contact, j'ai entendu du bien de vous. Est-ce que vous voudriez accompagner ce groupe? Je me suis dit, bien sûr. Donc, j'ai rechaussé ma casquette de guide, j'ai posé une semaine de vacances au musée et je suis partie avec une école avec laquelle j'étais déjà partie plusieurs années auparavant, en plus. Tu connaissais, oui. Que je connaissais déjà, en fait. Je connaissais déjà les professeurs et tout. Et en préparant les commentaires, en préparant le voyage, j'ai eu une vague de nostalgie qui m'a vraiment envahie et je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Ça me manque, le guidage me manque, Londres me manque vraiment beaucoup, beaucoup. Et alors ça peut paraître complètement futile et complètement idiot, mais à ce moment-là, donc on est en 2014, j'ai posté sur Facebook une photo d'un badge de guide à Londres, d'un guide officiel de Londres, en disant ceci est mon rêve, mais complètement inatteignable. Et plusieurs amis m'ont dit, mais Sophie, pourquoi c'est inatteignable? T'en es capable? Pourquoi ça serait inatteignable finalement? Intéressant, oui. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, effectivement, oui. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet
guide francophone à Londres, agence de visite guidée, etc. Et je suis tombée sur cette agence autour de Londres. Et un petit peu au culot, j'ai contacté la directrice. En regardant un petit peu le site internet, je lisais les commentaires de personnes qui avaient participé à des visites et j'avais l'impression de me retrouver moi à travers les commentaires. Et j'ai vraiment eu comme un coup de cœur en fait pour cette personne. Je l'ai contactée un peu au culot pour lui demander si elle cherchait des guides et elle m'a dit, ben écoutez, oui. Je cherche effectivement quelqu'un pour me remplacer quelques mois cette année. Est-ce que vous auriez l'opportunité de venir à Londres pour qu'on se rencontre? Et je lui ai dit, bah, écoutez, dans 2 semaines, j'accompagne un voyage, un groupe, on peut se rencontrer à ce moment-là. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là et ça a été un coup de cœur entre nous deux, en fait. On a tout de suite accroché. Elle m'a dit, bah, écoutez, revenez dès que vous pouvez pour faire un test, que je puisse vous voir sur le terrain et voir comment ça se passe. Donc ça, c'était au mois d'avril. Je suis revenue au mois de mai pour faire le test. Ça s'est extrêmement bien passé. Et là, elle m'a dit, écoutez, vous commencez le 25 mai. Donc, j'avais en gros 3 semaines pour quitter mon poste dans la fonction publique, quitter mon appartement, quitter mon compagnon avec qui j'étais depuis quasiment 13 ans, préparer un déménagement et préparer mon départ à Londres où finalement, je ne connaissais personne, où je n'avais rien vraiment qui m'attendait à part ce poste de remplacement pour des visites guidées. Mais voilà comment je suis partie. Et en fait, en partant, ça a été une révélation. Je me suis révélée en fait à moi-même et je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je me suis dit, je crois avoir compris pourquoi je ne me sentais pas à ma place et pourquoi je me sentais aussi mal juste avant. Parce que juste avant ça, j'étais sous antidépresseurs, ce qui n'est pas du tout dans ma personnalité. Je suis quelqu'un de très positif, je suis quelqu'un de très enjoué, etc. Mais j'étais vraiment dans un état vraiment pas top. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours eu depuis toute petite, et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de filles, j'allais dire malheureusement, mais peut-être heureusement, je ne sais pas, on a ce cadre où on s'imagine marié avec des enfants, un petit chien, une maison, un travail posé, et parce qu'en fait, c'est ce que la société attend de nous, finalement. Et moi, ça m'allait dans l'idée au départ, en fait. Mais je me suis rendu compte quand je suis partie que jusque-là, j'avais eu l'impression de vivre ma vie en la regardant du dessus, en la regardant un peu à la troisième personne. Et je me suis dit, finalement, ce qu'il me fallait, c'était peut-être de sortir de ce cadre, en fait. Et il y a quelque chose qui m'a mis un petit coup de pied aux fesses avant de prendre la décision de partir. Je suis tombée sur YouTube, sur une vidéo qui parlait de la zone de confort. C'était une vidéo animée avec les dessins. Schémas. Voilà, et qui présentait la zone de confort et comment en sortir et qu'est-ce qui se passe quand on en sort. Et cette vidéo, elle a changé ma perception et vraiment, ça a été le déclic qui m'a fait dire oui à la directrice d'Autour de Londres pour partir, en fait. C'est intéressant. Je peux t'interrompre un petit peu? Bien sûr. Tu dis tellement de choses. Ah oui, je pars dans tous les sens. Non, c'est très, très bien. Quand je dis, c'est en termes de richesse, d'idées, de ce qu'il y a à l'intérieur de ce que tu dis. C'est intéressant quand tu disais, voilà, j'ai fait 6 études, j'ai fait mon master 2 et donc je travaillais dans les musées. Alors dis-moi si je me trompe ou pas, c'est un monde moi, que je ne connais pas. Est-ce que j'ai compris qu'en fait, d'avoir ce poste dans les musées, c'est quelque chose qui, au niveau de la société, est reconnu comme étant quelque chose de vraiment bien? Oui ou je me trompe? C'est le sentiment d'imposteur ou d'impostrice qui me fait me poser des questions. Ouais, je comprends. Quand on est dans le domaine, on se rend compte que... Oui, parce qu'on le connaît. Voilà, parce qu'on le connaît. Et on se dit, oh là là, j'ai fait un bac +5 pour me retrouver à faire ça. Après, oui, ça, je ne vais pas le cacher. C'est vrai que généralement, quand je me présentais en disant que j'étais assistante de conservation ou commissaire d'exposition dans un musée, alors les gens tout de suite vont imaginer que je travaille au Louvre. Pas du tout. Hein. Je travaille au Louvre. C'est là où on parle de représentation, effectivement. Oui, complètement. Mais effectivement, en étant dans le domaine, voilà, je sais
Et pour avoir côtoyé beaucoup de monde dans ce domaine, je connais des gens qui mériteraient 1000 fois plus que moi de travailler dans ce domaine-là et qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas eu la chance de mettre un pied dedans ou qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes ou je ne sais pas. Parce que les places, il y a très peu de places en fait. Voilà, c'est ça. C'est en ça que je disais une reconnaissance sociale. C'est-à-dire qu'il y a peu de monde qui peut prétendre à ce genre de poste et c'est intéressant de te rendre compte que aussi prestigieux que ça puisse être, d'avoir réalisé et accepté que non, c'est pas ça qui te faisait battre le cœur davantage. Donc, on est là dans le domaine de la représentation de ce que la société dit qu'on devrait faire ou on ne devrait pas faire. Et tu en reparles juste dernièrement, là, de nouveau ce thème de la représentation, quand tu dis, voilà, on sort du ventre de notre mère, et puis on est censé grandir, faire des études, se marier, acheter un chien, acheter une maison, faire des enfants, blablabla. Bla, 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 et que tu regardais, ça ce sont les représentations de la société, et qu'il y a quelque chose qui, pour beaucoup de femmes, est quelque chose d'incomplet, ou qui ne répond pas vraiment à ce qui donne un petit peu cette motivation de vie, cette passion, voilà, dont tu parles beaucoup. Et j'ai trouvé intéressant que tu dis, c'est comme si je regardais au-dessus ou à la troisième personne. Et là, tu parles vraiment de dissociation. Et c'est vrai, le fait d'être dissocié comme ça, sans aucune notion psychiatrique derrière du tout. Voilà, ça nous arrive à tous d'être dissociés, de se regarder de l'extérieur. Et le fait d'être dissocié fait que on ne vit pas les choses de l'intérieur, par définition. Et c'est exactement ce que tu dis. Et à un moment donné, peut-être cette embolie qui t'a fait dire demain, si je ne suis plus là, qu'est-ce que je peux dire de ma vie? Voilà, j'ai envie de quelque chose de plus, j'ai envie de quelque chose qui soit plus cohérent avec ce que je pense, que je ressens, par rapport à ces représentations qui m'ont été, avec lesquelles je suis arrivée dans le monde, grosso modo, ce qui est le cas de chaque femme et ce qui est le cas aussi de chaque homme quand chacun d'entre nous et chacune d'entre nous arrive dans le monde. Et je trouve que c'est intéressant de parler de ça et avec en parallèle cette vidéo que tu as vue. Donc, il y a toujours un apport extérieur, que ce soit tes amis à un moment donné qui t'ont dit pourquoi tu ne pourrais pas, pourquoi c'est impossible. Et puis cette vidéo de qu'est-ce que l'on peut gagner à sortir, à accepter de ne pas être très confortable à un moment donné. Et je trouve que c'est vraiment des idées à garder pour plein de femmes, de se dire quel est ce qui, moi, vraiment me donne envie, et quel est ce que j'ai acquis de l'extérieur qui me dit tu dois faire ça, tu dois penser ça, tu dois ressentir ça. Et là, je finis avec une dernière chose. Il y a ce que l'on pense, c'est-à-dire ce qu'on se raconte, de ce qu'on a pu intégrer comme valeur auquel on doit obéir ou suivre. Et puis, il y a ce qui est ressenti. Et à un moment, tu disais, il y a quelque chose que tu as dit, une vague de nostalgie. Voilà, tu as parlé, j'ai eu une vague de nostalgie. Et quand on parle de vague de nostalgie, on n'est absolument pas dans le raisonnement, dans l'analyse, dans la pensée. On est dans ce que le corps nous apporte et dans le ressenti plus corporel. Et je trouve que ça, on est encore dans l'être humain et ses émotions. Combien on se donne l'autorisation de comprendre, d'accepter, de valider, et qu'est-ce qui nous fait peur là-dedans aussi. Je trouve ça intéressant dans tout ce que tu as dit. Et grosso modo, tu as pris la décision de quitter la sécurité, donc de sortir de ta zone de confort, c'est ça? Je ne sais pas si je le referais aujourd'hui. Avec du recul, quand j'y pense, je me dis, oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors que j'ai pas trop l'âme d'une aventurière. Généralement, ce que je fais, c'est toujours très réfléchi, en fait. Hein. Et dans tout mon parcours, je pense pas avoir pris beaucoup de risques. Ça a toujours été très mesuré, même si, au final, les décisions, je les prends très vite. Je pense qu'on développe un peu plus après, mais généralement, les décisions, je les prends très vite parce que même si j'ai beaucoup d'incertitudes, j'ai beaucoup de certitudes aussi, en fait. Et je me fais beaucoup confiance. En tout cas, j'ai appris à me faire confiance. J'aimerais bien qu'on développe maintenant, tant qu'à faire, puisqu'on y est, sur ce thème-là, qui est justement de comment
si c'est quelque chose qui est clair pour toi, c'est pas forcément clair non plus, quel a été le processus qui te permet de maintenant te faire davantage confiance et te dire que malgré, alors je ne sais pas si ça va ensemble ou si c'est complémentaire, que bien que tu sois quelqu'un de tout à fait organisé, que tu prépares les choses et que ça ne se fait pas pouf sur un coup de tête comme ça va aussi avec le fait que tu as pris un risque un jour et que tu peux prendre des risques encore, mais ce sont des risques contrôlés, j'ai envie de dire, ou gérés de façon réaliste. Oui. Oui, oui, c'est toujours... Oui, oui, je ne vais pas être du genre à vraiment partir ou prendre des décisions qui pourraient me mettre en danger ou qui pourraient mettre en danger quelqu'un d'autre. J'ai aussi beaucoup de soutien, j'ai aussi beaucoup d'appui. Hein. J'ai ma maman généralement derrière moi. Je lui demande toujours conseil, même si au fond de moi, je sais la décision que je vais prendre et la direction que je vais prendre, mais j'aime bien toujours avoir je ne vais pas dire son accord parce que je suis grande, hein, donc je n'ai pas vraiment d'accord à demander. Et généralement, elle-même me dit, Sophie, suis ta bonne étoile. Tu sais que tu as une bonne étoile, suis ta bonne étoile. Et alors, je ne sais pas si c'est de la chance, mais j'ai l'impression d'avoir la chance de ne jamais avoir eu une mauvaise surprise et d'avoir fait de mauvais choix. Et généralement, mes choix, c'est lié à ce qu'on disait au début, à la passion. Je suis quelqu'un de très, 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 très passionné. Trop, parfois, je pense. Mais généralement, tous mes choix, c'est la passion et l'amour d'une chose qui me guide, quoi, systématiquement. Ouais. Et c'est ce qui a fait que j'ai quitté Londres. Et c'est ce qui a fait que je suis revenue à Londres. C'est l'amour et les fines frontières qui peuvent exister autour de l'amour. C'est un peu brouillon comme ça. Non, non, tu me dis si je me trompe, mais ce que j'en comprends, c'est que en fait, à un moment donné, tu as accepté de ressentir ce qui vraiment te nourrissait, te faisait plaisir, Ouais. ce dont tu Ouais. avais envie, et que petit à petit, parce que tu dis tu es reparti, je crois que tu étais reparti au Mexique ou quelque part. Au Costa Rica. Au Costa Rica, pardon. Ouais. Tu es reparti au Costa Rica dans le cadre d'un travail et que tu aurais pu avoir des opportunités là-bas, si j'ai compris aussi. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, tu peux nous en parler peut-être, parce que c'est intéressant de voir que tu as gardé le fil rouge de ce qui te nourrit et de ce qui te passionne, et que petit à petit, tu as construit avec ça pour arriver à avoir un projet où tu es maintenant gérante de cette agence à Londres. Oui, ouais, ouais. En fait, avec mon premier départ à Londres, au final, je me suis retrouvée. J'ai eu l'impression de me retrouver. Je peux même dire me trouver, en fait, hein, carrément. Et de m'accomplir. Et en fait, je me suis dit, mince, maintenant, j'ai envie d'être égoïste. Mais égoïste dans le bon sens. Oui. Voilà, de me mettre, moi, au centre de ma vie et vraiment réfléchir, OK, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui peut me nourrir encore plus et ça m'a vraiment ça m'a ouvert beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup même sur moi-même et le fait de partir dans un pays seul, je pensais parler super bien anglais et arriver là-bas, quand on est dans la vie quotidienne, on se dit oula, mais en fait je parlais pas si bien que ça. Voilà, là on est vraiment dehors de la zone de confort et on apprend vraiment beaucoup. D'un point de vue plus terre à terre, j'ai travaillé comme guide, donc toujours autour de Londres, pour autour de Londres, pareil, de manière très sporadique. C'était quelques visites par-ci, par-là. Et la directrice m'avait dit, il faudrait que vous trouviez un travail à côté parce que ça, voilà, le prix de la vie à Londres fait qu'il faudra cumuler plusieurs jobs et trouver un poste à temps plein auquel j'aurais jamais pu rêver auparavant. Quelque chose en France, jamais j'aurais pu imaginer travailler dans ce domaine-là pour un très grand tour opérateur, dans du tourisme d'affaires. Ça a vraiment été incroyable. Et j'ai travaillé dans cette agence pendant 2 ans, en continuant les visites avec Autour de Londres de temps en temps le week-end, parce que
Je peux pas m'arrêter de guider, c'est pas possible. C'est dans mon sang. Mais petit à petit, ça se passait de moins en moins bien au travail, dans l'équipe, etc. Et à cette époque-là, je vivais en colocation, comme beaucoup de personnes à Londres. Et dans la colocation, ça se passait très, 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 très mal. Très, très mal. Je traînais le soir pour éviter de rentrer. Et là, ça a vraiment été vraiment très, très, très dur. Et je découvrais la colocation. Je n'avais jamais vécu en colocation jusque-là, donc pas toujours facile. Et en fait, je me suis dit, là, j'arrive à un point, si je continue comme ça, je vais arriver à haïr Londres. Et je ne veux pas en arriver là. J'aime tellement Londres. Ma relation avec Londres, c'est vraiment pour moi comme une relation amoureuse. Et entre l'amour et la haine, c'est très, très fin. Et j'avais vraiment pas envie de tomber dans la haine pour Londres parce que je suis amoureuse de cette ville, quoi. Vraiment, vraiment. Et au même moment, un de mes meilleurs amis qui est installé au Costa Rica m'a proposé de venir travailler avec lui. Donc lui, il a une agence réceptive là-bas qu'il a ouvert la même année qu'Autour de Londres a été créé, en fait. Et il m'a proposé de partir et de m'associer à lui dans la gestion de son agence. Donc, en fait, c'était une agence où il y avait aussi des visites guidées au Costa Rica. Alors non, une agence réceptive, c'est vraiment une agence qui va s'occuper d'accueillir des... Alors là, pour le coup, c'est francophone, mais ça peut être n'importe quelle langue, n'importe quelle nationalité, peu importe. Et on crée des voyages sur mesure dans les destinations. Donc des agences réceptives, il y en a en Angleterre, il y en a dans tous les pays, mais voilà, c'est vraiment de la création pure de séjours sur mesure, en fait. Donc on est plus derrière un ordinateur que sur le terrain. Oui. Voilà. Donc je me suis dit, ok, là, je suis un peu dans une impasse à Londres. Je pars. On verra. Si ça me plaît, je reste avec l'idée que je n'allais pas y rester. Et si ça ne me plaît pas, je reviens. Et puis voilà, rien n'est perdu. Je prends pas... Ouais, si je peux juste interrompre 2 secondes, je trouve ça intéressant peut-être pour des femmes qui nous écoutent, c'est que tu avais fait le constat que tu n'étais pas bien dans la situation dans laquelle tu étais, te rendre compte que c'était la passion que tu avais ou l'envie que tu avais de continuer à travailler avec Londres était toujours là, mais tu n'arrivais pas à trouver le créneau ou le contexte et ce qui pouvait te porter pour avoir un travail. Donc, tu es parti là où tu avais cette possibilité au Costa Rica, tout en te disant, non, mais de toute façon, je fais ça pour le moment parce que je suis un peu dans une impasse et que franchement, il y a quelque chose qui doit changer. Donc, c'est de nouveau l'ouverture à quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas sûr, quelque chose qui sera temporaire. Mais il y avait toujours, tu disais dans ta tête, je sais que de toute façon, c'est à Londres que je veux que ça se passe et que c'est dans les visites guidées que je veux que ça se passe. Donc, il y a ça qui restait clair pour toi. Oui. Ah oui. Je pense même que mon idée au moment de mon départ pour le Costa Rica était « Ah, ce serait top si je peux vivre par exemple 6 mois au Costa Rica et 6 mois en Angleterre. Ce serait vraiment le top, quoi. » Voilà. Donc, mais je suis vraiment... Ouais, je ne suis pas partie parce que j'ai une passion pour le Costa Rica ou... Voilà, je suis vraiment partie parce que j'avais besoin de partir. J'avais besoin parce que je me sentais vraiment dans une impasse et que j'avais peur que ça me fasse du mal, en fait. J'avais peur de souffrir de la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là à Londres. Oui. Voilà. Et j'étais en train de me dire aussi, est-ce que tu vas nous dire si oui ou si non, et puis comment tu l'as vécu ou comment tu le penses. Est-ce que tu dirais que le fait d'être passionné, d'avoir ces grandes envies, et puis de savoir au bout d'un moment, comme tu dis, au bout d'un moment, je savais ce que je voulais faire et ce qui me plaisait, est-ce que tu dirais que cette passion a parfois n'aide pas dans la construction d'un business? Donc, ce que je comprends, c'est que ça t'a aidé dans le fait que ça a pu t'aider à savoir ce que tu voulais faire. Donc ça, c'était porteur et c'est ce qui te fait vivre et toutes les décisions que tu as prises en fonction de ça. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait une facette de cet abord du travail qui aide moins ou pas, Oui. hein? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y a le pour et le contre. En termes de business, quand il y a de la passion,
moi, je trouve que ça donne des ailes. Ça permet de se dépasser, ça permet de se donner à 100% dans ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, si je n'avais pas la passion que j'ai pour mon métier, je n'ai même pas l'impression que c'est un métier en réalité, je ne le ferais pas. J'arrêterais tout de suite. C'est vraiment ce qui permet de se dépasser, de lancer de nouveaux projets, parce que quand on a de la passion, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses. Mais le problème, c'est que ça déconnecte un peu aussi. Et lorsqu'on travaille avec de l'extérieur, des prestataires extérieurs, des partenaires extérieurs, etc., il faut avoir en tête que ces personnes-là, elles sont peut-être moins émotionnellement investies que nous dans leur activité. Voilà. Et du coup, ça peut nous porter préjudice parce que nous, on arrive avec notre enthousiasme et tout, mais derrière, beaucoup voient plus les affaires en fait, parce que ça reste du business, qu'on le veuille ou non, ça reste du business. Malheureusement, si on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche, ce serait merveilleux, hein, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je pense que c'est peut-être le plus gros défi quand on inclut effectivement la passion à un business. C'est vraiment réussir à trouver la balance, trouver l'équilibre et avoir les pieds sur terre, quoi, pour prendre les bonnes décisions et faire attention que le business n'affecte pas trop le côté passion, parce que ça se ressent, surtout dans les métiers, comme les métiers du guidage. Généralement, quand on part en visite guidée et qu'on voit un guide passionné, on voit la différence avec un guide qui ne l'est pas et qui fait ça parce que il faut payer le loyer ou parce qu'il est forcé de le faire. La passion, c'est l'essence même du métier que j'exerce aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais il faut balancer. Et est-ce que cette balance qui est à trouver, entre justement cette passion qui nourrit, qui permettrait de faire plein de choses, et puis ce côté business où voilà, il y a des factures à payer, il y a des choses, il faut faire de l'argent. Comment est-ce que tu dirais que tu arrives à gérer ou à trouver cet équilibre qui est très certainement constamment repensé, remis en... C'est pas quelque chose qui est figé, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu aurais des... Non pas des recettes, ça n'existe pas, mais qu'est-ce qui t'a permis, qu'est-ce que tu as appris qui te permettent de justement de gérer cet équilibre? Alors, malheureusement ou heureusement, je me suis confrontée à des situations compliquées, des personnes mal intentionnées, du coup, qui m'ont fait redescendre sur terre un peu, quoi, en fait. Hein, et c'est dommage, mais c'est généralement ce genre d'obstacles ou ce genre de mauvaises expériences qui nous forgent et qui nous apprennent à s'endurcir un petit peu et à apporter, j'allais dire, un côté plus professionnel. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est passionné qu'on n'est pas professionnel. Non, c'est complètement faux. Mais à apporter une dimension un peu plus... structuré ou cadré. Structuré, ouais, exactement. Et pour le coup, mon ami au Costa Rica, qui gère son agence, lui a un côté beaucoup plus carré, beaucoup plus strict. Les sentiments n'interfèrent pas avec ses affaires. Et du coup, travailler à ses côtés, mine de rien, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis aussi de me rendre compte. Et je pense que maintenant, j'arrive à sentir les je ne vais pas dire les mauvaises personnes, il n'y a pas de mauvaises personnes, mais les mauvaises intentions ou les personnes qui ne sont pas dans dans les valeurs que moi je donne, par exemple, à Autour de Londres. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que tu as appris avec ton expérience au Costa Rica. Et tu es arrivé, mais bon, tout ça c'est un processus, hein, c'est vrai, c'est la vie et l'expérience qui fait que, comme tu disais, en fait les galères qu'on traverse, oui, ce sont des galères douloureuses, etc., mais ça nous permet d'apprendre et ça permet de recadrer un petit peu. Et est-ce que tu dirais que maintenant tu arrives à choisir, parce que tu disais maintenant je sens un petit peu les gens, je vois venir, voilà, il y a cette tu as appris le métier, j'imagine, et peut-être que cette passion maintenant, tu l'as gardée avec une acquisition de la capacité
à te dire, peut-être, tu me dis si je me trompe, bon, bah, ma passion, je vais pouvoir la garder intacte si j'arrive à sentir justement les personnes avec qui ça va fonctionner et les personnes avec qui ça ne va pas fonctionner. Donc, est-ce que tu es maintenant arrivé à ce qui nourrit par ailleurs encore plus cette passion, j'imagine. Est-ce que tu arrives maintenant à un point de la gestion de ton travail passion et réfléchi où tu peux dire, choisir vraiment les gens avec lesquels tu veux travailler pour justement rester dans cette cohérence? Oui, complètement. Ah, complètement. Il m'est arrivé de refuser des partenariats ou des associations parce que je ne le sentais pas. Et moi, je fonctionne beaucoup au feeling, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup au feeling. Voilà, pour preuve, je ne travaille pas toute seule dans Autour de Londres. J'ai des guides qui travaillent avec moi. Et il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé comme guide auparavant, mais j'ai senti qu'elles étaient faites pour ce job, quoi. Alors, moi, je travaille au feeling, vraiment, vraiment au feeling. Et généralement, les personnes que je ne sens pas, ou les situations que je ne sens pas, je me trompe rarement. Donc, ouais. Donc, est-ce que c'est aussi ça qui avec maintenant un choix qui est clair, j'essaye d'être claire moi aussi, mais je ne sais pas si je vais l'être, c'est-à-dire que tu es arrivé à un point de ton travail où tu as complètement intégré cette passion, que tu cherches à la garder, puisque de toute façon elle est là et que c'est ce qui nourrit ton travail, avec maintenant la capacité de te dire, un petit peu en retour avec la façon dont tu avais commencé avec Autour de Londres, si j'ai bien compris, c'est-à-dire cette personne, elle n'a pas forcément la formation stricto sensu pour devenir un guide ou une guide, mais par contre, voilà, elle a telle et telle qualité qui est ce que je veux moi dans l'agence que je gère, donc venez là. Est-ce que c'est un petit peu ça et qui effectivement continue à construire dans cette direction de c'est ça qui me fait vivre, c'est ça que je veux pour mon agence. Oui, complètement. Et en réalité, c'est même toute l'essence d'Autour de Londres depuis sa création. Quand j'ai repris Autour de Londres, il y a 4 ans maintenant, la personne, donc la directrice de l'époque, m'a contactée, alors que j'étais au Costa Rica. Elle m'a contactée pour me dire, Sophie, je dois me séparer de l'agence et je veux que ce soit vous qui la repreniez. J'ai eu des offres très intéressantes, mais je veux que ce soit vous parce que je sens cette passion et je sais que vous pourriez porter l'agence et en faire quelque chose, continuer à en faire quelque chose de chouette, quoi. Ça a été une des raisons pour lesquelles je suis revenue du Costa Rica aussi, parce que gérer l'agence depuis là-bas, c'est hyper compliqué en termes d'organisation, tout et tout. Et en fait, Autour de Londres, je ne l'ai pas créé. Je ne suis pas sa maman, mais je suis sa maman adoptive. On me l'a confiée, je l'ai reprise en promettant que j'allais en prendre soin comme de mon propre enfant. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'idée que j'en ai. Pour moi, Autour de Londres, c'est mon bébé. J'ai réussi aujourd'hui à enfin me l'approprier et qu'il soit un peu à mon image. Et il a toujours, pour moi, cette aura un peu de famille. Et dans la situation actuelle, qui est hyper compliquée, notamment dans le tourisme, voilà, on m'a dit, mais ferme l'agence et recrée une autre entité. Et j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poignard dans le cœur. Je me dis, non, je ne peux pas lâcher la main d'Autour de Londres. C'est encore un enfant. Non, je lui donnerai la main jusqu'au bout, mais hors de question que je le lâche maintenant. Donc en fait, oui, j'ai mis tellement d'amour et de passion dans cette agence que c'est mon petit bébé, quoi. Et c'est marrant parce que ça me fait revivre parfois un petit peu ce syndrome de l'imposteur que je pouvais avoir auparavant, parce que j'ai pas l'impression de travailler. Et c'est terrible comme sentiment, parce que moi, dans mon imaginaire, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui se tue à la tâche, qui va passer 20 heures par jour à s'arracher les cheveux sur des tableaux de chiffres et tout. Et moi, j'ai pas l'impression de travailler. Donc, c'est aussi un combat avec soi-même. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que c'est ton bébé, donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui est extrêmement fort
dans la relation avec ce que tu as, peut-être que tu n'as pas créé, mais que tu as repris et que tu as continué et que tu as euh, élevé, si je veux continuer Ouais. cette métaphore et ce parallèle, que tu as élevé selon tes propres valeurs. Ce que l'on essaye de faire quand et si on a des enfants. Donc il y a une relation de protection, d'amour, d'intimité avec ce que tu as créé et que justement travailler ne va pas forcément avec... et ça, c'est intéressant parce que tu dis que c'est une valeur que tu as changée en acceptant justement de travailler avec cette passion, que travailler, c'est pas forcément faire du 8-17 heures hein, ou du 9-17 heures, bref, et de gagner ses sous avec une pénibilité. En tout cas, il est possible, et c'est ce que tu montres, parce que j'imagine que quand on est dans cette passion, les heures, on ne les compte pas forcément. Ah non. Voilà, il Non. faut quand même dire ça, c'est que ça va aussi, un business, c'est pas miraculeux, ça demande Non, aussi non, non. des heures de travail. Hein. Oui, oui. Mais que ces heures de travail, je suis Baudor, qu'elles sont d'autant plus faciles à avoir, à avaler, à traverser, si on est dans quelque chose qui vraiment nourrit. Complètement. Ah, le fait de nourrir, c'est le terme vraiment, je crois, le mieux choisi. Parce que là, je me dis, oh, autour de Londres, m'a offert ce rêve qui était inatteignable, que j'avais posté sur Facebook il y a tant d'années. Ouais. Autour de Londres me l'a offert, en fait. Donc, je lui serai toujours redevable. Au final, ouais. C'est intéressant. Ouais. J'aurais deux questions par rapport, qui sont mes deux questions fil rouge. Mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ton projet autour de Londres? Non, Pas je crois en spécialement, avoir fait d'accord. le tour. Ouais. Tu as fait le tour autour de Londres. Moi, à mon avis, tu n'auras jamais fait le tour parce que tu vas Non, c'est continuer vrai. justement à développer C'est vrai. et à te nourrir de ce projet-là. Mais on va Ouais. donner, de toute façon, avant la fin de l'interview, je donnerai on va redire et je marquerai où vous pouvez recontacter autour de Londres pour en profiter. Est-ce que je peux te poser la question, ces deux questions dans le fil rouge que je pose aux femmes, est-ce que le fait d'avoir été une femme a été quelque chose qui t'a aidé, ou bien au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui par moment a été un obstacle dans la construction de ce projet-là, ou bien est-ce que le fait d'être une femme a été absolument neutre dans ton projet avec Autour de Londres? C'est très intéressant comme question. J'aurais tendance à dire que c'est assez neutre. Parce qu'en fait, dans le tourisme, c'est très féminin. En fait, le tourisme est très féminin. Je pense que si on parle de pourcentage, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc en fait, les femmes, on est attendues. On est attendues. Après, vraiment en tant que guide, j'ai le sentiment que pour beaucoup de gens, les hommes vont être plus pointus dans leur recherche, dans leur discours, plus scientifiques que nous. C'est exactement ce que tu disais, on va être plus dans l'émotionnel. Ce qui est peut-être vrai, hein, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un discours scientifique aussi. Oui. Les hommes vont avoir plus d'humour. Donc, c'est peut-être un petit défi qu'on a, nous, les femmes, de prouver qu'on peut aussi être drôle, qu'on peut aussi avoir des discours très scientifiques et mener des visites guidées très pointues, comme des visites plus ludiques, plus détendues. Par contre, ce qui peut aider aussi, c'est qu'on a un côté, enfin en tout cas, c'est mon cas, un côté plus maternel. Moi, ça m'est arrivé, et ça m'arrive d'avoir des gens qui m'appellent après les visites, bien après les visites, pour discuter ou pour se rencontrer. On a un côté plus maternel. Moi, pendant une visite guidée, je suis un peu la maman du groupe, quoi. Les enfants me donnent la main. On crée quelque chose, je pense, de plus intime. Et je pense que c'est ce côté féminin, à mon avis, je ne sais pas si on peut parler de douceur ou de... Je ne sais pas. Mais après, si on parle vraiment business, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque différence. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti. C'est intéressant. Donc, on est de nouveau dans cette capacité que l'on a
de pouvoir lier la représentation que la société donne aux femmes très souvent, à savoir des êtres d'émotion, lié avec le fait que oui, on peut aussi avoir une approche très scientifique, très factuelle, très historique, très pointue, Tout à fait. et puis d'humour, de rigoler, de prendre de la distance, et donc cette protection. Et de nouveau, on ne travaille pas avec les hommes ici, mais ça serait intéressant de voir dans quelle mesure les hommes peuvent embrasser aussi ce côté émotionnel chez eux. Et ma deuxième question, ligne ruban rouge, ça serait cette notion de sororité, de sisterhood, on dirait plutôt dans le monde anglo-saxon, de sororité. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Est-ce que ça évoque quelque chose ou vraiment non, pas spécialement? Ah si, pour moi, la sororité, c'est la bienveillance. Le premier mot qui me vient, moi, c'est la bienveillance. Le fait entre femmes, qu'on ait un contexte différent, un background différent, une éducation différente, finalement, on est toutes dans le même combat, on a toutes les mêmes valeurs, quoi qu'on en dise, on a toutes les mêmes valeurs. Et c'est le fait, pour moi aussi, de se nourrir de l'autre tout en nourrissant l'autre. Pour moi, c'est vraiment une idée d'échange, quelque chose de complètement interpersonnel, en fait, de pouvoir se réaliser en réalisant la personne qui est en face de nous. Ouais, je crois que c'est la bienveillance. C'est la bienveillance pour moi, la sororité, c'est cette idée-là. D'accord, intéressant, intéressant. Et est-ce que tu vois la sororité différente de l'humanité qui en fait engloberait du coup tous les genres? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique dans la sororité pour toi? Ou tu n'es pas sûre et ou c'est pas évident, quoi. J'ai l'impression que c'est plus complexe que ça, je sais pas. Oui, oui, oui. Parce que ça, si tu veux, oui, la sororité, c'est le fait d'être femme et de se reconnaître entre femmes et de créer quelque chose de l'ordre de la bienveillance, de l'ordre de la solidarité. Et puis, on peut aussi se poser la question si la sororité fait partie d'un groupe qui est plus vaste, je dirais, de l'ordre de l'humanité. C'est-à-dire que finalement, quel que soit son genre, quelle que soit sa sexualité, voilà, quelles que soient ses croyances, etc., cette solidarité, cette bienveillance peut être transgenre. Genre, ouais. Potentiellement. Complètement. Oui, complètement. Complètement. Voilà, ouais. voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette sororité dont tu parlais, cette reconnaissance, je suis une femme, tu es une femme, on peut être là l'une pour l'autre et s'entraider, qui fait partie peut-être de quelque chose de plus vaste, qui serait l'inclusion des autres genres, de l'ordre de l'humanité. Tout à fait. Ah, tout à fait. Pour moi, on peut totalement... Et ça rejoint, par exemple, quand on parle de féminisme, un homme peut très bien être féministe. C'est pas parce que on est un homme qu'on ne peut pas être féministe. Pour moi, ça rejoint un petit peu la même idée. C'est pas... La sororité, effectivement, c'est pas réservé aux femmes qui sont nées femmes physiquement et psychologiquement, émotionnellement. Non, c'est quelque chose qui est plus universel. Ouais. Ouais. Intéressant. J'avais jamais réfléchi à ce point de vue, mais c'est hyper intéressant. Effectivement, oui. Je pense que c'est une question qui est intéressante à avoir en tête du fait de tout ce mouvement qui s'ouvre de la parole de la femme, la reconnaissance du monde des femmes. Et est-ce que l'on fait ça en s'ouvrant avec voilà, en prenant en compte ce qui se passe, ce qu'on entend, ou alors est-ce que l'on se renferme dans une sororité est-ce qu'on est dans l'exclusion ou est-ce qu'on est dans l'ouverture avec des valeurs et des normes communes? Voilà, c'est un petit peu, je crois qu'on est un petit peu à un tournant là dans la société par rapport à ça. C'est ce que j'allais dire, ouais. On est en train d'entrer dans quelque chose de fort et de beau, parce qu'on est en train effectivement d'ouvrir des portes et de casser des murs. Ouais. Effectivement, ouais. Et peut-être à l'acceptation du fait que ce dont tu nous parles depuis tout à l'heure, qu'on peut être un être d'émotion et on peut gérer son business. Parce que c'est vraiment ça dont on parle depuis le début. Tout à fait.
Alors, avant de finir, avant de se dire au revoir, est-ce que tu pourrais, donc on a bien compris que ton travail enfin ton travail, ton bébé, ton Oui. bébé autour de Londres, c'est vraiment une façon d'offrir des visites de Londres, d'une ville que tu adores, pour laquelle tu es passionné, d'une façon beaucoup plus, tu vois, je fais comme ça, comme si tu portais les gens comme ça pour découvrir ce bébé, ce joyau, cette beauté dont tu parles. Donc, c'est vraiment une prise en charge avant, pendant et après, où tu accompagnes les gens, où tu prends en compte les gens. Est-ce que je me trompe? C'est ce que je comprends de ce que tu présentes. Ah, c'est tout à fait ça. Moi, le but de mon activité, c'est de transmettre ma passion. Oui, Si les gens peuvent repartir avec la même passion, ou ne serait-ce qu'un pourcentage de la passion que moi je porte, ma mission est accomplie, quoi. ouais, 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 c'est Ouais, superbe. ouais, ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous dire exactement, peut-être comme ça, directement, où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent profiter? Quand tu rouvriras, j'imagine que pour l'instant, c'est en pause. Bah, pour l'instant, c'est en pause parce qu'on n'a pas vraiment le droit pour l'instant de guider, Oui, de se rencontrer en extérieur, etc. Donc ça reprendra dès la mi-avril, hein, oui, c'est ça, mi-avril, hein. Mhm. j'espère. Et les gens peuvent me trouver sur le site internet de l'agence qui est www.o-tourdelondres.fr. Voilà. D'accord, Et d'accord. on est présent sur Facebook, Instagram, tous les réseaux, toujours au même nom. Super. Donc, je mettrai toutes ces informations dans un commentaire sous la vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir retrouver cette agence particulière qui va pouvoir vous permettre de retrouver Londres et de tomber en amour, comme disent les Canadiens, de tomber en amour avec cette superbe ville. Merci beaucoup. Merci énormément pour ce que tu as pu partager et j'espère que vous toutes qui regardez cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre que même si vous avez une passion, c'est quelque chose qui peut se conjuguer avec l'esprit des business. C'est moi qui te Voilà. remercie beaucoup, Pia. Merci de m'avoir donné la parole et merci pour ce beau projet euh, où on sent aussi la passion, On ne peut pas la cacher, hein. clairement. Au revoir à tout le monde et merci beaucoup. Au revoir.